suis Dongqiang, j'aime la Chine, ma chère patrie, et j'aime la France. Ma vie et ma vie professionnelle est très liée avec la France. Donc cette rencontre avec le français, avec la France, m'a ouvert les yeux et c'est là que j'ai décidé, si j'ose dire, de me consacrer entièrement aux Français, à la culture française, dans une perspective évidemment de comparaison avec la Chine. La France et la Chine ont beaucoup de points en commun. Par exemple, une sorte de vision pour la gestion humaine, la gestion de la société, et intérêt pour le patrimoine, par exemple. Et en France, vous avez évidemment Versailles, et en Chine, nous avons la Cité interdite. Je m'intéresse à la Cité interdite à la fois comme architecture, parce que c'est une architecture magnifique, splendide, unique au monde, et aussi pour son histoire, parce que c'est là qu'il s'est passé tellement de choses qui ont évidemment influencé l'évolution de la Chine, surtout pour l'époque assez récente. Les Français aiment beaucoup la Chine sur le plan spirituel et sur le plan artistique, et ils aiment particulièrement la peinture chinoise et la calligraphie chinoise. Parce que le français est une langue, un système de langue purement phonétique, alors que le système chinois est pictural ou idéogrammique. Il y a une sorte de beauté de lignes ou de traits, et une sorte d'évolution de pinceaux, de traits, de l'encre dans l'espace. Et ce mouvement, ce geste fascine les Français. Je me suis consacré beaucoup à la traduction parce que la traduction est quelque chose de fondamental pour les échanges entre les pays. Pour justement encourager ce travail de traduction, j'ai monté un prix de traduction avec l'ambassade de France en Chine, prix Foulet. Mais pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est que la langue est vivante, parce que la langue est parlée et utilisée par les gens. Donc il faut faire rencontrer des gens, constituer des dialogues entre des Français et des Chinois. Je pense que le vrai travail d'un francophone chinois, c'est ça, c'est-à-dire d'aider à toutes les communications à s'établir. La France, donc, tout le monde le sait, est le premier pays de l'Occident important à établir des relations diplomatiques avec la Chine nouvelle. Et ce lien est très fort depuis 55 ans. Aujourd'hui, nous en sommes au 55e anniversaire. Donc je pense qu'il faut multiplier les rencontres et étendre les champs de collaboration. Et c'est là qu'il y a encore, je pense vraiment, même pour des gens de ma profession, de ma génération, beaucoup de choses à faire. Bonjour professeur Dong, bienvenue dans notre émission. Alors en fait vous avez dit à propos de votre expérience en France que cette expérience vous a permis de redécouvrir la Chine. Pouvez-vous nous expliquer davantage qu'avez-vous découvert à propos de votre propre pays? Oui, je crois que c'est quelque chose de très important pour, disons, mon lien avec la France. C'est que non seulement j'ai découvert la France, au fur et à mesure, petit à petit, avec mes lectures, avec mon expérience de vie en France, etc. En plus, j'ai redécouvert la Chine. C'est-à-dire que quand on n'est jamais sorti de son pays, on a toujours une vision, si j'ose dire, assez unilatérale sur son propre pays. Quand on est étudiant, spécialisé pour une langue étrangère, pour un pays étranger, etc., nous avions plutôt un enseignement porté sur l'extérieur. Dans notre propre pays, on ne parle pas trop non plus de nous-mêmes, de notre politique, de notre culture, surtout à l'époque. Et du coup, le premier contact avec les Français, c'est qu'ils vont me poser des questions sur la Chine. Et parfois, je me suis aperçu qu'il y a des grandes lacunes, c'est-à-dire j'arrive pas à répondre. Donc du coup, ça m'a obligé, en quelque sorte, à relire des choses, parfois même dans les bibliothèques françaises,
lire des choses sur la Chine, etc. Et petit à petit à reconstituer, si j'ose dire, une vision propre sur la Chine, de forger un langage personnel pour parler de la Chine. Donc, à l'époque, vous avez déjà une ambition de faciliter ce lien culturel entre la France et la Chine. Et on remarque aussi que quand vous êtes rentré en Chine, et vous avez décrit votre objectif comme il faut donc rétablir un dialogue longtemps interrompu entre la France et la Chine sur tous les plans et surtout culturel et intellectuel. Donc, quel était votre constat après votre retour? Donc, pourquoi avez-vous senti cette nécessité, cette obligation de créer ce dialogue, d'avoir ce genre d'ambition? Eh bien, j'ai découvert à mon retour que la Chine commence à, si j'ose dire, oublier un petit peu la France. Oublier dans le sens par rapport à une période où j'étais étudiant, par exemple dans les années 80. La France était très présente en Chine, via les traductions, on y reviendra j'espère, et dans les années, au début du XXIe siècle, c'est-à-dire au moment où je suis rentré en Chine, d'abord la Chine est entrée aussi dans une période tout à fait nouvelle, dans une nouvelle phase, et bien d'autre part, j'ai constaté que la culture française est beaucoup moins présente. Et je me suis aperçu qu'il y a une sorte de descente qui, pour moi, est très, très dommage. Il faut essayer de remédier à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut rétablir le lien. En fait, si on remonte un peu dans l'histoire, la France est consciente, si j'ose dire, de la Chine très longtemps, depuis très longtemps. Dès le XVIIe siècle, les esprits français les plus brillants parlaient déjà de la Chine. Et la Chine commence à être très présente à toutes les époques importantes. Tous les philosophes de Lumière, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, ils ont tous réfléchi sur la Chine, ou ils ont tous cité des exemples de la Chine. Voilà, donc c'est ça qui est très intéressant. Il y a une vraie lignée. Et après, c'est la Chine qui a repris un peu le relais, c'est-à-dire à partir de la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les Chinois commencent à parler très fortement de la France, par les traductions, à introduire en Chine les philosophes, les écrivains, etc. Et donc, il y a en fait une lignée assez claire, extraordinaire, qui est déjà établie entre la France et la Chine depuis des siècles. On sait que après votre rentrée en Chine, vous avez été très active dans les échanges culturels entre les deux pays et vous avez été témoin de beaucoup de moments importants dans les échanges culturels entre la France et la Chine. Donc, pour nos téléspectateurs, pouvez-vous nous raconter un ou deux événements qui vous a plus marqué? Pour citer des événements qui m'ont assez impressionné, je vais peut-être mentionner deux lieux historiques et patrimoniaux les plus parlants. Un moment, c'était dans la Cité interdite. Moi, j'étais invité sur le plateau d'une émission très importante en France. Ça s'appelle Des racines et des ailes. Et c'était la première fois, d'ailleurs, je crois que c'est resté la seule fois, où une télévision étrangère a été autorisée de tourner à l'intérieur de la Cité interdite. Et je me souviens, c'était vraiment dans le jardin de Qianlong. Et j'étais invité principal sur le plateau pour parler de la Chine, de la Cité interdite, etc. Et cette émission a été suivie par 6 millions de spectateurs. 6 millions de téléspectateurs en France. Vous connaissez la population française. Donc c'est un dixième de la France qui regardait mon émission et j'ai reçu, je ne sais pas combien d'emails après,
qui est transmis par la chaîne de télévision française et qui me posait des questions, mais souvent très personnelles. Il y a des gens même qui me demandent d'aller redécouvrir ou chercher où est enterré un arrière-arrière-grand-père qui a été en Chine, etc. Ou il y a des gens qui m'ont envoyé des photos via le mail en disant est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit, etc. Ouais. Donc ça, c'était une émission qui a eu beaucoup de retentissement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Évidemment, il y a un autre moment très personnel et très fort pour moi, c'est que en fait, j'ai traduit le manuscrit de Pierre de Coubertin, qui est le fondateur des Jeux Olympiques modernes, et j'ai reçu le manuscrit, à l'époque c'était par le fax, hein, et il y avait 14 pages. Et il y avait, vous savez, 14 pages, c'est très long, hein, et ça sortait comme ça, et j'ai l'impression vraiment que c'est un rouleau historique. Parce que c'est un manuscrit qui date plus de 100 ans, hein, et qui d'ailleurs a été perdu pendant un moment, qui a été retrouvé, etc. Et on a confié la traduction en chinois à moi, principalement. Et du coup, ce moment-là, pour moi aussi, c'était très, très fort, parce que c'est la francophonie, c'est le français, et puis c'est ce que la France a apporté au monde. Et la Chine, à l'époque, va prendre le relais des Jeux Olympiques, et donc par ma plume, si je veux dire, ce texte va être entendu et lu par des Chinois. Et le moment le plus magique, c'est que presque 10 ans après, complètement par hasard, j'ai été invité par le recteur de Paris. Le recteur de Paris, donc il a en fait sa maison, hein, c'est à la Sorbonne, parce que par sa fonction, il a une maison à la Sorbonne. Il m'a invité à dîner, et après il m'a dit, si vous voulez, je peux vous faire visiter un peu la Sorbonne en pleine soirée. Voilà, je dis ok, ça m'intéresse. Donc j'ai vu des choses de Richelieu, la collection de Richelieu, etc. Et là, miraculeusement, on m'a amené devant une salle où Pierre de Coubertin a prononcé sa conférence. Et c'est juste le jour où j'étais élu à l'Institut de France. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, j'ai dit à monsieur le recteur, vous ne pouvez pas savoir combien ça m'émeut en ce moment. Voilà. Ce sont des choses qui sont complètement improbables, inimaginables, mais ça m'arrive très souvent. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je me suis dit, je suis tellement heureux dans cette situation ou dans ce rôle, hein, de professeur ou de passeur de culture entre la France et la Chine, c'est que dans la vie, ça regorge d'inconnus, de découvertes, des moments inattendus et des moments presque miraculeux. Voilà. Est-ce que vous avez constaté, il y a des évolutions, par exemple, quand vous étiez en France dans les années 80, quel genre de questions les gens vont se poser à vous? Et aujourd'hui, par exemple, parce que vous avez suivi tous les trajets du développement de la Chine, du développement de la relation entre la France et la Chine, donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions différentes qui se posent? Et est-ce qu'il y a une réponse que vous donnez souvent aux interlocuteurs qui s'intéressent à la culture chinoise? Parce que peut-être les gens vont à une histoire qu'ils racontent plusieurs fois à des personnes différentes, qui est très efficace pour expliquer la Chine. Est-ce que vous avez ce genre de petites anecdotes? Moi, je pense que généralement, les Français, maintenant, il faut leur dire ne vous inquiétez pas de la Chine. Ce que j'ai senti, c'est que d'une attitude presque sympathique, sympathisant, les Chinois, la Chine, la cité interdite, la poésie Tang, la soie, etc., on est passé à quelque chose beaucoup plus pragmatique. La politique, la société chinoise, les consommateurs chinois, est-ce que le marché chinois, est-ce que les Chinois maintenant vont conquérir le monde? Est-ce que la Chine va devenir, puisque c'est devenu une grande puissance économique? Là, il y a effectivement un changement, comme on dit, changement de données, hein, ou changement de donne. Est-ce que vous êtes un peu déçu quand vous entendez ça? Non, 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 je ne pense pas qu'on peut être déçu ou pas, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, je pense que, tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur des moments qui m'ont marqué ou qui m'ont paru importants.
moi, je voudrais aussi ajouter une chose, c'est qu'au moment, par exemple, il y a le fameux incident de la flamme olympique, là, il s'est passé quelque chose de très, très grave, de critique entre la France et la Chine. Hein. Il y a eu un refroidissement. Et à ce moment-là, j'étais très déçu. Je dois dire que si j'ai connu un moment de déception, c'était à ce moment-là. C'est-à-dire pour un incident, quelque chose que je considérais comme vraiment solide, très établi, presque s'écroulait devant mes yeux. Et je me souviens, à l'époque, j'ai vraiment passé beaucoup de temps aux médias. Je me souviens invité par une association pour faire une série de conférences en France, mais dans les villes moyennes et même petites villes. Et pour moi, ça c'est une expérience unique. C'est-à-dire là, je donnais mes conférences sur des différents sujets très variés, sur l'économie, sur la politique, sur l'éducation, etc., sur l'actualité, sur ce que c'est la Chine, hein, ce que c'est la Chine, et à la demande des gens d'ailleurs. Les gens me donnent presque un thème, et moi je réponds. Je construis ma conférence autour de ce thème. C'est-à-dire, s'ils veulent que j'insiste sur l'économie, je prépare ma conférence sur l'économie. S'ils me demandent quelque chose sur l'éducation, je prépare sur... Voilà. Et là, et ce sont des lieux d'ailleurs très différents. Une fois c'était dans une université, c'est très classique. Une fois c'était dans une mairie. Hein, et une fois carrément c'était, je crois que dans un petit centre culturel d'un arrondissement ou des choses comme ça. Et là, j'avais une audience chaque fois variée, différente. Et à la fin, je répondais à toutes les questions. À toutes les questions. Et justement, vous m'avez demandé si j'étais déçu. À ce moment-là, je n'étais plus déçu, parce que je me suis aperçu que ce sont des questions qui étaient, pour eux, étaient importantes. C'était des vraies questions. Ils voulaient connaître. Et si j'arrive à donner une bonne réponse, et je crois que j'ai réellement résolu quelque chose, un souci, une inquiétude, ou un doute, ou une méconnaissance. Vous voyez? Et là, je me suis rendu compte du réel rôle que je peux jouer. C'est-à-dire au moment où tu vas vers eux, hein, tu leur apportes les faits et tu leur apportes ton idée, ton explication, hein, qui est complètement neutre, hein, objectif. Moi je dis, voilà, je parle en mon nom, je ne suis pas envoyé par un gouvernement, hein, je suis invité par une association. Vous savez, en France, il y a beaucoup d'associations comme ça, très amicales, non lucratives, etc. Voilà, donc mon rôle est... Et là, j'ai compris, c'est-à-dire après ma déception psychologique, qui était très forte, à cause de ce genre d'événements ou d'incidents qui sont vraiment malheureux, eh bien, avec ce contact réel, avec, si j'ose dire, toutes les couches sociales dans mon audience, hein, je me suis rendu compte qu'il y a un réel travail à faire, et lorsque le contact est établi, lorsqu'il y a un vrai dialogue, eh bien, si j'ose dire, ça passe. Ça passe. On peut jouer ce rôle-là. Parce qu'on est tous des humains, vous êtes chinois et puis eux, ils sont français. Parce que leurs soucis, c'est des vrais soucis. Moi, je me souviens, la première fois, j'étais encore étudiant, j'ai accompagné une délégation chinoise assez importante qui était de Shanghai et qui, à l'époque, était menée par le vice-maire de Shanghai et qui allait en profondeur de la France pour acheter du vin et des lunettes. Et je me souviens, à l'époque, la délégation était reçue, mais royalement, parce que c'est la Chine, c'est le marché chinois qui s'ouvre devant les Français. Et quelques années après, là, il y a une chute, parce que, en fait, les gens se sont aperçus qu'après, ce sont les produits chinois qui vont vers la France et qui vont conquérir, ou entre guillemets, qui vont conquérir, ou plutôt concurrencer, qui vont concurrencer avec leurs produits. Et ces lunetiers, ces marchands de vin qui ont ouvert vraiment les bras, vraiment ouverts, embrassé les Chinois, commencent à avoir peur des Chinois. Parce que, juste quelques années après, ce sont des produits chinois qui arrivent en France et qui risquent de même, non seulement faire concurrence, mais qui risquent de faire ruiner
des petites entreprises ou des entreprises moyennes. Voilà, donc je pense que c'est une réalité. Donc ces mêmes personnes qui étaient tellement amicales, eh bien, moi j'ai vu des moments presque d'hostilité après. Voilà, donc ça c'est la vie. Donc il faut vraiment que je pense que on ne peut pas se contenter des choses, de blabla, juste des discours vagues. Moi je pense qu'il faut penser à la réalité. Et ce genre de réalité, en fait, ça touche directement aussi à un gouvernement. Parce que le gouvernement français doit être conscient de ça. Et il doit, parce que lui, il est responsable envers ces gens-là. Voilà. Donc on ne peut pas juste faire des discours creux d'amitié sans penser à ce genre de choses. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des choses en profondeur. En fait, vous avez mentionné tout à l'heure une chose très importante, c'est les contacts entre les personnes. En fait, je pense que ça, c'est un volet très important pour les échanges. Mais il y a aussi un volet très important dans lequel vous avez longtemps travaillé, c'est ce que vous avez qualifié de matière première dans les échanges culturels, c'est les livres traduits, parce que vous avez fait un travail intense là-dessus. Donc, aujourd'hui, quelle est votre considération sur ce métier de traducteur littéraire, traducteur de livres, parce qu'aujourd'hui, apparemment, la traduction est considérée parfois comme un travail très difficile, de longue haleine, que de peu en peu de personnes veulent vraiment investir beaucoup là-dedans. En fait, pour répondre à cette question, c'est vraiment basé sur mes propres expériences. Donc, moi, j'ai constaté une chose, c'est que les périodes, il y a toujours des vicissitudes. Ce sont des vicissitudes politiques, économiques. Le monde évolue. Donc, rien n'est stable. Donc, on ne peut jamais dire creusement, vaguement, la relation amicale entre la France et la Chine, une intimité entre la Chine et la France, etc. Il faut concrètement résoudre les problèmes pour que cette amitié reste. Mais d'autre part, il y a quelque chose de constant. Et ce quelque chose de constant est véhiculé par la culture, par l'histoire, par la tradition. Et ce sont des livres qui expriment le mieux. Ce sont des livres, c'est l'art, c'est la manière de penser, la manière de vivre, etc., qui fait que, à la longue, au-delà de toutes ces vicissitudes, de tous ces incidents, parce qu'en fait, les gouvernements en France changent tous les 5 ans, etc., et parfois même avec une rapidité encore plus courte. Et puis, il y a des moments, la Chine évolue aussi, etc. Tu ne peux pas rêver sur une relation toujours de même intensité, au même niveau. Mais à la longue, quand tu penses à cette longue lignée que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XXe siècle, on est au XXIe siècle, et là on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de constant. C'est seulement par les livres, par l'esprit, par la manière de penser, la manière de vivre, etc., que là, les deux peuples peuvent essayer de réellement se comprendre. Ça sert de base. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental, élémentaire. C'est-à-dire, il faut que, pour moi, ça me paraît évident, il faut que dans une bibliothèque municipale, nationale, eh bien, il y a des livres dans notre langue, c'est-à-dire accessibles à des gens qui ne connaissent pas le français, de pouvoir lire sur la France, tout simplement. Et de toutes les époques, et aussi variées que possible. On a cette possibilité, quand on a besoin, on a ça. Il faut éviter ce moment où on s'aperçoit que lorsqu'on a besoin de quelque chose, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Ça, c'est le pire des choses. Et souvent, c'était ça le cas. C'était le cas. Lorsque vous avez besoin d'une référence, lorsque vous avez besoin de connaître sur un homme ou sur une période, etc., vous vous apercevez qu'il n'y a rien. Et ceci est vrai aussi pour la France sur la Chine que la Chine sur la France. Donc, il faut une continuité, et il faut des gens qui travaillent sur une base, comme on dit, de données, et qui fait que, dans laquelle on peut se rencontrer.
traducteur, il peut influencer une génération. C'est le cas de Foulet. Voilà, c'est ça. Eh bien, lorsque vous avez des centaines de traducteurs qui chaque année sortent des livres de la France, sur la France, et là, vous influencez des millions, des dizaines de millions de personnes. C'est ça, il faut vraiment comprendre cette logique-là. Et c'est pour ça qu'il faut travailler dans la continuité, dans la formation, parce que la traduction, ce n'est pas simplement une utilisation de la langue. Il faut des gens qui connaissent réellement le pays et qui est capable de réfléchir et puis justement de vraiment offrir des produits culturels qui peuvent s'ancrer et puis s'intégrer dans leur culture propre. C'est ça c'est le vrai travail d'un passeur, d'un traducteur. Le traducteur, ce n'est pas du tout comme une machine aujourd'hui avec un logiciel qui peut vous traduire des choses. C'est un vrai médiateur. C'est un vrai médiateur qui est capable non seulement de traduire, mais de vous expliquer les choses, de faire passer des messages, etc. Donc c'est vraiment, le travail de traducteur, c'est énorme. Quand vous voyez l'histoire, si vous montez au XVIIe siècle, les Français, pratiquement il n'y a aucun Français qui soit venu en Chine, mais ils commençaient déjà à connaître la Chine parce qu'il y avait des Italiens, des Espagnols, des Portugais qui découvraient la Chine, et là, ils lisaient leurs traductions. Et là, les philosophes peuvent réfléchir sur la Chine et comment ça peuvent réfléchir sur leur propre régime, sur leur propre système politique, etc. C'est ça qui est. Et la Chine, c'est pareil. On a introduit, on a traduit juste quelques livres fondamentaux, et puis après, les Chinois vont réfléchir. À partir de ces livres-là, la France a toujours joué un rôle important dans la Chine moderne, parce qu'il y a beaucoup d'écrits fondamentaux qui viennent de la France. C'est ça. Donc pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Si dans les années 80, par exemple, il n'y a pas une masse de livres traduits en chinois, il n'y aura pas cette modernité de la Chine d'aujourd'hui. Nous sommes tous, si j'ose dire, fruits de cette période, parce qu'il y a une prospérité de traduction. Il n'y a pas de miracle là-dessus, c'est le résultat, c'est la conséquence. La Chine, on fête les 40 ans de réforme de la Chine. Mais réforme de la Chine, c'est quoi? C'est l'ouverture vers l'extérieur. Et l'ouverture vers l'extérieur, c'est quoi? C'est les échanges, c'est les traductions, c'est les étudiants qui peuvent avoir accès à la culture extérieure, et surtout de savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on est à ce genre d'anniversaire de 55 ans de l'établissement diplomatique entre la Chine et la France. Et étant donné ce que vous avez dit, les liens culturels entre la France et la Chine qui remontent il y a bien longtemps. Donc, quel est votre souhait et quel est votre projet dans l'avenir? Évidemment, je crois que ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y a plus de rencontres, plus de formes de rencontres, ou possibilités de rencontres, et puis que les choses vont plus en profondeur. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, par exemple, on est dans un monde tellement compliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est seulement ce genre de compréhension mutuelle qui pourrait vraiment nous redonner, si j'ose dire, une confiance mutuelle, et puis une confiance, si j'ose dire, même avec le mot qui peut paraître un peu grand, qui peut avoir une confiance sur l'humanité. Parce que sinon, s'il n'y a pas ce genre d'échange, si jusqu'à aujourd'hui, les frontières commencent non seulement, ne reculent pas, mais commencent à, disons, se renforcer, et que les frontières se rétrécissent, les pays se rétrécissent, les gens se ferment entre eux, à quoi sert l'humanité? À quoi sert l'histoire? C'est-à-dire, c'est impossible à imaginer un monde dans lequel où on devient de plus en plus recroquevillé sur soi-même. C'est inimaginable. Donc il faut vraiment les traductions. Je ne veux pas dire que la traduction peut tout changer, mais au moins ça peut permettre une meilleure compréhension et ça peut faire disparaître, si j'ose dire, des conflits qui sont peut-être parfois complètement hasardeux et qui sont irrationnels. On se donne le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Alors, je vous remercie, professeur Don, d'avoir partagé votre expérience avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Merci.